Bonjour, bonjour à tous. Merci pour cet accueil chaleureux. Vraiment, merci beaucoup. On se retrouve ici donc pour ces universités de l'économie de demain. On va parler de la façon de choisir notre futur. Est-ce qu'il est encore possible de le faire? Parce que vous savez, évidemment, gérer le court terme et le long terme en même temps, c'est un défi important, majeur même, on va dire, pour tous les acteurs économiques. Surtout, d'autant plus important dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, contexte géopolitique compliqué, contexte politique particulièrement complexe aussi, notamment depuis quelques jours, hein. Guerre en Ukraine, droits de douane, politique intérieure, on voit que tout ça s'accumule. Alors pour en parler, nos intervenants sont là. Dominique de Villepin, je ne présente plus, ancien Premier ministre, président de la France humaniste. À côté de vous, Paloma Moritz, vous êtes journaliste pour Blast, vous vous occupez des questions écologiques et vous êtes également réalisatrice de documentaires et notamment vous êtes en train d'en produire un sur la démocratie, voilà, qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Je me présente rapidement, donc moi je suis journaliste économique sur LCI, la chaîne Info, je m'appelle Isabelle Gounin-Lévy. Alors avant de démarrer notre intervention, sachez que vous pouvez poser vos questions avec voilà, vous pouvez scanner ce QR code qui s'affiche. Posez vos questions, vos remarques. On aura une séquence d'une quinzaine de minutes, donc en deuxième partie de session. On veut que ce débat il soit aussi évidemment interactif. Alors, dans ce monde entrepreneurial, je le disais, il y a un grand débat sur la façon de transmettre à nos enfants, sur les valeurs, sur nos socles de société européenne. Soit, alors on va dire, il faut multiplier les déréglementations. Certains donc disent on est back to basic, et d'autres disent voilà, il faut au contraire soutenir le Made in France, le Made in Europe. Et donc c'est un peu le back to future. La bataille sur la fast fashion, ça a été un exemple. On en reparlera sûrement. Dominique de Villepin, donc vous avez été Premier ministre, vous êtes au contact des entreprises, hein, évidemment, vous les connaissez bien. Vous savez que cette force économique, c'est une des clés de notre indépendance aujourd'hui, mais évidemment, je l'ai dit, on est dans ce contexte qui nous fragilise finalement, notamment avec cet accord commercial États-Unis-Europe, qui n'est pas forcément en notre faveur. Également avec ce mouvement, on va dire, alors de régression écologique, hein, ce qu'on appelle le fameux backlash. Voilà. Est-ce qu'il est vraiment en train on va dire, de prendre position? Bon, ce constat, il est pas trop réjouissant. Quelle est votre position? Quel est votre regard justement par rapport à ça? Est-ce qu'on a encore les moyens de faire évoluer ces règles pour aller, comme le dit notre table ronde, vers le futur? Alors, nous avons les moyens de faire évoluer ces règles et c'est un impératif de survie pour les économies françaises et européennes. Je crois qu'il faut prendre la mesure, et pour cela je dirais quelques mots en introduction, du nouveau contexte dans lequel nous sommes. Parce que parler d'écologie il y a 10 ans, parler d'écologie aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait pareil. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où l'écologie est en train de devenir une variable d'ajustement d'un système économique, d'un système politique qui ne met pas du tout au centre ces questions, loin de là. Pourquoi ? Nous changeons de modèle et je pense qu'il faut être capable aujourd'hui d'ouvrir les yeux sur ce changement de modèle. Nous avons vécu pendant des décennies dans un modèle mondialisé, libéral ou néolibéral et nous entrons dans un nouveau modèle qui est le modèle néo-impérial, dirigé par les États-Unis au premier chef et qui est caractérisé par deux choses, l'illimitisme, donc la prédation, et l'extractivisme. On voit bien à quel point on est opposé à tout ce qu'ambitionne l'écologie, qui est de fonder une économie sur la sobriété, sur la durabilité. On n'est pas aujourd'hui dans un schéma mondial qui porte cette équation et qui tend même, d'où le backlash, d'où la régression écologique, qui tend même à le considérer comme tout à fait marginal. Cette question donc du modèle politique, du modèle économique, elle a une incidence directe sur le modèle démocratique, et c'est donc un enjeu que Paloma Moritz a traité très souvent. Et cet enjeu démocratique, il touche à la question de la souveraineté. Notre souveraineté de Français, notre souveraineté européenne. Et le grand risque dans cette période, c'est de voir cette souveraineté totalement marginalisée. On le voit sur la question des tarifs douaniers. Nous n'avons pas mené combat contre les États-Unis sur la question des tarifs douaniers, donc 15%, contrairement au Canada, le Mexique, qui ont eu seulement 5%. Et nous considérons que nous nous en tirons à peu près bien. L'Europe nous a mal défendus alors. L'Europe n'a pas géré les choses, mais les pays
qui constituent l'Europe n'ont pas mené combat. Et ce qu'ils ont oublié, c'est qu'il y avait derrière cette question de souveraineté économique et commerciale, la question de la souveraineté numérique, qui est un enjeu majeur parce qu'il touche directement à la démocratie, et nous sommes en train de nous faire enfoncer sur les services numériques, et Donald Trump vient de nous le dire très crûment, il n'est pas question que l'Europe mette en avant une quelconque tentative de régulation parce que l'Amérique le refusera. Et donc cette bataille, elle est aujourd'hui très mal engagée. Et notre souveraineté numérique, si nous la perdons, ça veut dire que nous perdons notre souveraineté culturelle à travers des algorithmes addictifs et que nous perdons également notre souveraineté politique. Et on voit bien que du côté des Américains et de l'administration Trump, il y a des candidats officiels pour l'administration américaine. Et Marine Le Pen est clairement affichée comme l'objectif de soutien. Mais derrière cette perte de souveraineté dans le domaine du numérique, il faut voir qu'il y a une souveraineté qui est clé pour l'écologie et qui est clé pour notre avenir, c'est la souveraineté financière. Or, les États-Unis ont inventé de nouveaux mécanismes financiers, et en particulier les stablecoins, c'est-à-dire des jetons numériques privés, mais qui sont adossés au dollar et qui vont irriguer le système financier mondial. Et nous nous retrouvons, nous, fort démunis, quand la bise fut venue, parce que nous n'avons pas l'équivalent. Ce qui veut dire que si on veut lutter à armes égales, il faut se doter des outils numériques et des moyens de régulation qui nous permettent de contrer l'offensive dans le domaine du numérique. Il faut se doter des moyens de contrer l'offensive dans le domaine financier, se doter d'un euro numérique, se doter d'un marché de capitaux, voilà, on en parle se doter également de moyens et d'institutions dans le domaine du crédit qui soient à la hauteur des enjeux. Ça veut dire être capable de créer un grand pôle du crédit en France et en Europe. Nous avons la BPI, nous avons la Banque Postale, la BEI, rassembler tout ça, se doter d'un grand fonds souverain qui nous donnera les moyens de financer dans notre économie ce que nous considérons comme essentiel. Or, ma conviction, et je termine par ça, j'oublie la souveraineté dans le domaine de la sécurité, qui est le moyen par lequel les États-Unis pèsent sur les autres Européens en leur faisant miroiter que s'ils perdent le soutien américain dans le domaine de la sécurité, eh bien, ils seront laissés tout seuls face à la Russie, pour en venir directement à l'idée dominante, qui est que l'écologie a besoin de nouveaux financements, notre économie doit être sociale et écologique, et ça suppose de considérer aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas, que l'écologie, c'est une chance pour l'économie européenne. C'est une question de sobriété, c'est une question de solidarité, c'est une question de durabilité, c'est une question de santé, qui est l'argument qui a permis de renverser la loi du plomb. Aujourd'hui, je plaide même pour une exception sanitaire française. Ça veut dire que l'écologie devient la vitrine de l'économie européenne, deviendrait la vitrine de l'économie européenne, un argument de compétitivité. Et je pense en particulier à tout secteur de l'économie sociale et solidaire. Bien évidemment, qui a envie de se nourrir avec une alimentation transformée malsaine? Qui a envie de se vêtir avec de la fast fashion qui ne respecte pas un minimum de codes de déontologie et de santé également? C'est dire donc qu'il y a un argument de vente pour l'écologie qui n'en ferait plus une variable d'ajustement, mais qui en ferait le cœur d'une bataille économique, politique, culturelle, et qui deviendrait donc le cœur de différenciation et de la compétitivité de nos économies. Merci. Paloma Moritz, vous documentez l'urgence climatique au quotidien. Comment est-ce que vous vivez, vous, justement, ce backlash environnemental? Est-ce que vous avez vraiment le sentiment, d'ailleurs, qu'il existe? Parce que certains disent, oui, c'est quelque chose, une construction plutôt des médias, c'est une construction politique. En réalité, le consommateur, lui, il est prêt à aller, justement, dans cette direction environnementale. Il n'y a pas un vrai backlash. Alors, je pense que oui, ce backlash, il existe, et je vais essayer de démontrer pourquoi, mais la première chose, c'est qu'en effet, je le vis très mal. Parce que pour documenter justement les questions écologiques au quotidien, je sais que chaque recul écologique, en fait, ce sont des vies détruites, ce sont des écosystèmes qui sont détruits. Simplement, pour ramener ça sur des bases de vie humaine, en quelque sorte, je vais vous donner un exemple. Il y a une étude qui est sortie dans Nature en 2023, qui montre que pour chaque 0,1 degré de réchauffement supplémentaire, donc nous sommes à plus 1,3 degré aujourd'hui au niveau mondial, et bien pour chaque 0,1 degré de réchauffement supplémentaire, il y a 140 millions
de personnes supplémentaires qui sont exposées à des chaleurs potentiellement mortelles et extrêmement dangereuses, c'est-à-dire équivalentes à 29 degrés en moyenne annuelle. Je ne sais pas si on réalise en fait ce que ça veut dire. Et donc tout ça, ça montre, comme le disent les scientifiques, que chaque fraction de degré compte et qu'il n'y a aucun combat qui est vain face à l'urgence écologique et qu'aujourd'hui, il faut sauver tout ce qui doit être sauvé. Quand je suis anxieuse et en colère, en général, j'essaie d'analyser et de comprendre. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre ce qui se jouait autour de ce backlash. Et finalement, est-ce que c'est pas une forme d'éternel recommencement? C'est-à-dire qu'en fait, on sait que les questions écologiques vont toujours finalement fait créer des réactions dans le domaine économique et politique pour empêcher toute avancée. Ça ne date pas d'hier, ça date des années 70. Et déjà dans les années 70, aux États-Unis, par exemple, on posait la question du backlash au moment où la Chambre des représentants votait une loi contre l'écologie, alors que à peine 2 ans plus tôt, il y avait 20 millions d'Américains dans la rue. Mais je pense que ce qui distingue la période actuelle, c'est 4-5 critères, on va dire. Le premier, c'est que le futur est déjà là. On l'a vécu cet été, il y a 1 million d'hectares qui ont brûlé, de forêts qui ont brûlé en France. On a subi des vagues de chaleur, des canicules. Et donc on n'est plus sur « il faut reconnaître l'urgence », on est sur les modalités de l'action. Et c'est là où finalement les tensions arrivent et on se rend compte de l'urgence à agir. La deuxième, c'est qu'en fait, comme vous l'avez dit, justement, ce backlash, les sciences sociales l'ont montré, il est politique et ils n'ont pas citoyen. C'est-à-dire que la grande majorité des citoyens en Europe, en France, les études d'opinion le montrent, des études d'opinion de qualité, hein, pas des simples sondages, sont en fait inquiets de la situation climatique, de l'impact qu'elle a sur leur vie et demandent une plus grande ambition à condition que ça ne mette pas en danger leur sécurité économique. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le backlash, il est orchestré par des acteurs économiques et politiques. On peut le dater à peu près à 2023 au niveau européen, où les industriels, au moment où le pacte vert est rentré dans le dur, se sont mobilisés au moyen de lobby pour faire en sorte que le pacte vert soit le moins ambitieux possible. En France, on voit aussi ce backlash. Hein, on a eu 43 reculs écologiques sur les 6 derniers mois. Et encore une fois, ce sont les personnes les plus précaires qui sont victimes de ça, puisque les suppressions de budget sur les questions écologiques touchent notamment toutes les mesures d'accompagnement qui avaient vocation à essayer de créer un petit peu de justice sociale. L'autre chose, c'est qu'on est dans un moment de bascule avec justement ce que vous décriviez de l'illimitisme de Trump, c'est qu'en réalité, on est en train d'avoir un moment où les masques tombent. C'est-à-dire que les entreprises ne font même plus semblant de faire du greenwashing. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais cette année, British Petroleum, donc une des plus grandes multinationales fossiles, est revenue totalement en arrière sur ses engagements climatiques et a décidé d'aller à fond sur l'investissement des énergies fossiles, donc en augmentant de 20% ses investissements sur les énergies fossiles. On voit de plus en plus de multinationales fossiles qui font ça. D'un autre côté, on a la Net Zero Banking Alliance, donc qui avait vu le jour au moment de la COP26 pour essayer de pousser les investissements, en gros les institutions financières à essayer d'atteindre la neutralité carbone et à arrêter leurs investissements climaticides, qui s'est mise sur pause, là, il y a 2 jours, parce que en fait, toutes les grandes banques américaines et aussi des grandes banques européennes ont totalement quitté l'alliance. Donc en fait, on ne fait même plus semblant d'agir. Il y a finalement ce moment Trump où l'extractivisme est en train de revenir à l'ordre du jour et on fait même plus semblant. Et enfin, mais la Commission européenne, quand même, elle maintient ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Bien sûr, mais en fait, on voit que les acteurs privés, en tout cas, ne font plus semblant de vouloir faire la transition écologique, en tout cas pour ceux qui ont le plus gros impact. Simplement, juste pour terminer rapidement, il y a aussi autre chose, c'est que nous sommes entrés dans un nouvel ordre politique, c'est-à-dire que Naomi Klein, l'essayiste, parlait de capitalisme du désastre. Aujourd'hui, Julia Steinberger parle de capitalisme du cataclysme, parce que, en fait, on va encore plus loin dans l'attaque aux institutions politiques et les attaques aux démocraties. Il y a 20 ans, il y avait 50% de la population mondiale qui vivait en démocratie. Aujourd'hui, on a 72% de la population mondiale qui vit en autocratie. On a de plus en plus de gouvernements d'extrême droite en Europe et dans le monde, ou de gouvernements d'alliance avec l'extrême droite. Et ces gouvernements vont d'ailleurs à fond sur la criminalisation des militants écologistes, mais aussi sur l'extractivisme et retournent à l'extractivisme. Donc en fait, je pense que c'est aussi ça qu'il faut se poser comme question. C'est-à-dire qu'on se demande, est-ce qu'on peut choisir notre futur? Est-ce qu'on a vraiment choisi notre présent? Pour ma part, non. Et je pense simplement que tout ça n'est pas
inéluctable. On va en parler dans une deuxième partie. Voilà, donc on va passer aux solutions, effectivement. Alors, quelles solutions, finalement? Donc, ça pose la question, Dominique de Villepin, du modèle, finalement, que l'on veut choisir. Est-ce qu'on veut rester donc dans un modèle libéral ou est-ce qu'on veut, au contraire, peut-être, aller vers davantage de régulation? Est-ce qu'on a le choix, justement, de choisir ou pas notre futur? Alors, c'est effectivement le grand enjeu. Je crois qu'on n'a pas le choix. De ce point de vue-là, le modèle libéral ne nous permet pas de lutter à armes égales avec des compétiteurs qui, eux, s'inscrivent dans une compétition illimitée, où tous les moyens sont permis. Dans le capitalisme ou dans l'écologie de la fin des temps, la dark écologie, on voit bien que Donald Trump est imbattable. Pour lui, et il faut prendre acte de cette prise de conscience de la part d'un président américain, pour lui, nous sommes effectivement dans un monde de la rareté. Mais dans ce monde de la rareté, ce qu'il conçoit comme modèle pour les États-Unis, c'est d'être le prédateur suprême. C'est que lui va pousser tous les leviers d'action, et on l'a vu y compris sur le plan impérial, le Groenland, le Canada. Pourquoi? Parce qu'il y a dans le sous-sol de ces États des moyens qui lui permettraient d'assurer un peu plus la domination américaine. Des richesses, oui, des richesses. Et on voit bien des richesses, et on voit bien que dans la compétition avec la Chine, ce bras de fer, il est central. Pourquoi la Chine a réussi à réduire les barrières tarifaires que Donald Trump voulait lui imposer? Parce que la Chine a mis sur la table les terres rares dont il disposait, plus de 60-70% de l'ensemble des terres rares et 90% du raffinage des terres rares, et qu'on voit bien, c'est une bataille liée à la rareté des ressources. Donc dans ce contexte, nous, Européens, et nous, Français, il faut prendre acte. Et je pense qu'il faut faire un travail à deux niveaux. D'abord, il y a un travail de conscience citoyenne. Nous avons besoin d'une mobilisation citoyenne. Nous avons besoin de conventions citoyennes, de référendums locaux. Nous avons besoin de toutes sortes de mobilisations qui permettent, comme on l'a vu sur la loi du plomb, à un moment donné, de faire ressortir ce que l'État a beaucoup de mal à faire ressortir, c'est une certaine idée de l'intérêt général. Vous voyez, avant les discussions autour de la loi du plomb, eh bien, la question de la santé n'était quasiment pas traitée. Elle a été occultée au Parlement. Une fois que cette loi a été votée, tout le monde s'est rendu à l'évidence. Les experts ont commencé à dire ce qu'ils avaient vraiment sur le cœur et on a découvert, effectivement, ça avait des conséquences en termes de nos vies, pour la naissance des enfants, pour les cancers, etc. Donc, il y a un principe de responsabilité citoyenne qui me paraît être l'âge dans lequel nous entrons. Mais pour l'État, il y a une révolution à faire, et donc aussi pour l'Europe, c'est que nous ne pouvons pas aujourd'hui ne pas faire comme si nous devions avancer à marche forcée. Donc nous devons entrer dans un État social et écologique qui accepte d'utiliser les armes du dirigisme, de la planification, d'objectifs qui sont fixés par la loi. Toutes les stratégies qui ont été mises sur la table jusqu'à aujourd'hui, le RSE, le CRDS, le marché carbone, on voit bien, on fait l'objet de contournements et de scandales innombrables. Il faut donc tirer les leçons de cette période. Il faut aller plus loin. Pour accepter d'avoir des normes qui font véritablement avancer notre système. Donc il faut réguler davantage. Réguler, aller au-delà de la régulation. C'est-à-dire qu'il faut aller vers des normes qui ne sont plus indicatives, mais qui sont obligatoires dès lors qu'il s'agit de protéger notre économie. Numéro un, nous avons des atouts pour protéger notre économie. Regardez, on a en matière douanière une arme qui est l'anti-coercition, on ne l'a pas utilisée. C'est pareil en matière sanitaire. Si nous considérons qu'il y a un certain nombre de produits qui véhiculent, comme l'acétamipride, oui. Qui sont un risque pour la santé, il n'y a pas de raison qu'effectivement ces produits soient importés en Europe et en France. Nous avons la possibilité, à travers un argument sanitaire, d'où la tentation de porter l'idée d'une exception sanitaire, de l'interdire. Et je pense qu'en rentrant dans une économie ainsi beaucoup plus assumée et portée par l'État et par les citoyens, mais aussi les collectivités, les entreprises, et de ce point de vue-là, les entreprises ont un rôle important dans le domaine de l'exemplarité, je crois qu'on peut alors lutter à armes égales avec les États-Unis comme avec la Chine. On voit par exemple qu'on n'a pas été capable,
par rapport aux accords de libre-échange tels qu'ils ont été conçus avec le Mercosur et d'autres, d'être suffisamment exigeants sur les normes qui sont les nôtres, notamment les normes sanitaires. Je crois que de ce point de vue-là, l'État doit être infiniment plus responsable et le citoyen infiniment plus exigeant. Aujourd'hui, on le voit depuis l'affaire du siècle, la judiciarisation d'un certain nombre de procédure et de la responsabilité politique comme économique, elle est sur la table. Donc on est aujourd'hui dans des situations de responsabilité, dans des situations de survie démocratique, de survie économique et de survie sanitaire qui doivent nous inciter à agir beaucoup plus fortement. Paloma, alors vous êtes d'accord, pour vous, cette main invisible de l'État, tout ça c'est terminé, il faut être beaucoup plus présent, il faut être beaucoup plus incitatif, comme nous le dit Dominique de Villepin, davantage régulé? Ça n'a jamais vraiment trop marché, hein, finalement. On voit aujourd'hui à quel point le néolibéralisme a atteint ses limites. Et si on attend de demander au secteur privé de prendre des engagements volontaires, il ne se passera jamais rien. On sait que, par exemple, les multinationales fossiles savaient, dès les années 70, que leurs activités allaient provoquer un réchauffement climatique mondial. Elles ont tout fait pour semer le doute dans l'opinion publique et faire en sorte que il n'y ait aucune loi qui vienne réguler leurs activités ou les empêcher de continuer à faire du profit. Donc on voit bien que tout ça, ça ne fonctionne pas et qu'il y a une nécessité en fait aujourd'hui de réguler beaucoup plus ces secteurs parce que malheureusement on est encore dans des règles économiques mondiales qui font que détruire des écosystèmes, c'est rentable. En fait, les entreprises les plus rentables au monde, parmi les plus rentables au monde, sont les multinationales fossiles ou des entreprises qui polluent le vivant, les entreprises notamment qui produisent et vendent tous ces pesticides. Donc on a besoin d'une régulation. Je pense qu'un bon exemple de ça, c'est par exemple la loi qui est passée là en février sur les polluants éternels. Il y a eu une vraie mobilisation de la société civile, des médias, pour finalement informer la population sur le fait que nous sommes tous empoisonnés à notre insu. Je peux en parler puisque j'ai une endométriose qui est une maladie chronique qui me détruit la vie et qui est potentiellement liée à une exposition aux polluants éternels. Donc je vois très bien en fait les conséquences de ça tout le temps. C'est-à-dire que moi j'ai un feu qui brûle en moi et c'est pas poétique, c'est vraiment simplement de la douleur. Et ces polluants éternels ont plein d'autres impacts sur un certain nombre de maladies. Eh bien, il y a eu un lobbying d'intérêt général pour faire en sorte que la fabrication, l'importation et la production de produits contenant des polluants éternels, notamment dans les cosmétiques et dans le textile, ne soient plus possibles. Évidemment, il y a eu des assauts de lobbying de la part. Ouais. Exactement, il y a eu des exceptions parce que des entreprises comme Tefal, par exemple, ou Seb ont fait du lobbying pour qu'il y ait des exceptions. Mais c'est déjà une avancée en quelque sorte. Et je pense que ce système de régulation-là, il faut le mettre en place aussi avec des multinationales fossiles. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, les multinationales fossiles devraient avoir des comptes à rendre. On ne devrait pas percevoir d'aide publique sans contrepartie. Tout simplement. On a eu des années, des aides publiques sans contrepartie, sans demander en fait à ce que ces entreprises désinvestissent peu à peu des énergies fossiles et des vrais plans pour investir dans les énergies renouvelables plutôt que de verrouiller en fait notre économie dans une économie ultra carbonée. La dernière chose en fait en termes de régulation qui me semble la plus importante, c'est celle de la régulation des lobbies. Je pense qu'on ne pourra pas changer les règles du jeu économique si on ne régule pas l'influence des lobbies. Ce qui s'est passé par exemple au niveau européen, c'est qu'au moment où le patronat européen a compris que certaines mesures allaient en gros leur demander de plus en plus d'exigences sociales et écologiques, eh bien c'est qu'il y a eu vraiment un assaut des lobbies et la plupart des personnes qui travaillent dans des ONG au niveau européen le disent, elles n'ont même pas la possibilité de discuter en fait, avec des députés européens, notamment du groupe PPE, qui est le groupe de droite, un des plus majoritaires à l'Assemblée, même si l'extrême droite l'a aussi rejoint. Ça, c'est pas normal. Et d'une certaine manière, ici, il y a un certain lobby pour une autre façon de faire de l'économie. Il devrait être tout autant entendu dans les arènes du pouvoir européen qui déterminent quand même une grande partie de nos lois nationales. Et si on ne fait pas ça, et si on ne s'en donne pas les moyens, on sera condamné en fait, à finalement subir les intérêts privés en permanence.
Une autre de vos propositions, Dominique de Villepin, c'est notamment de peut-être de mettre en place ce qu'on pourrait appeler une green share, à l'image des golden share que l'État a pu mettre en place dans les entreprises. Donc on voit qu'il y a des moyens peut-être concrets vraiment qu'on peut utiliser, qu'on peut élaborer pour l'avenir. Tout à fait. Je crois qu'il y a un intérêt social et écologique qui doit être pris en compte dans les grandes décisions nationales, publiques, à l'échelon du pays ou à l'échelon local. Je prends deux exemples. Aujourd'hui, la plupart des grandes décisions en termes d'aménagement du territoire font rarement la prise en compte du bilan écologique des infrastructures qui sont construites. On l'a vu pour une autoroute récemment. Et on le voit à peu près pour toutes les infrastructures, qu'il s'agisse d'un rond-point, qu'il s'agisse d'un centre commercial. Tout choix d'infrastructure comporte un bilan carbone qui va vivre pendant des décennies. Et donc, cette anticipation sur chaque territoire de la responsabilité qu'on prend à travers sa décision doit faire l'objet d'un choix éclairé. C'est pour ça que je propose de créer un conseil des territoires qui permettra, à l'image du conseil des ministres, chaque semaine au président de réunir les présidents de région, doté par ailleurs d'un conseil de communes qui permet d'éclairer les conséquences et la traduction sociale et écologique de ces décisions. Et parallèlement, pour ce qui est des entreprises, de la même façon qu'en 1986, par la loi de 86, on a adopté la possibilité d'une golden share pour l'État de faire valoir donc un intérêt supérieur au-delà de celui de l'entreprise, la possibilité d'adopter une green share, ce qui serait possible sans de grands aménagements législatifs, eh bien, permettrait de bloquer un certain nombre de projets, d'obliger une entreprise à faire un choix différent. Et on voit effectivement, comme dans le cas qu'évoquait Paloma, qu'il peut y avoir des décisions totalement absurdes sur le plan écologique, en termes de choix d'énergie fossile. Je prends un domaine comme celui de l'automobile, où on continue à vouloir à la fois faire preuve d'innovation et de responsabilité à travers le choix de nouveaux modèles de voitures électriques, mais en même temps, on ne quantifie pas, à mon sens, suffisamment le poids de ces voitures. Et rien que sur la gestion du poids des voitures, il y a la possibilité, à travers une réglementation, de changer complètement le bilan carbone de ces voitures. Donc, de ce point de vue-là, on peut être exemplaire par mille et une façons. Alors, il est évidemment agréable pour un citoyen français d'être à la tête d'une grosse SUV qui pèsera extrêmement lourd, mais si on prend en compte l'intérêt national, il y a la possibilité, à un moment donné, pour l'État, de mettre en avant un nouveau type de comportement. Et ce qui me paraît important, c'est au terme de ces choix faits par l'État, par les entreprises, par les partenaires sociaux et par les citoyens, que chacun puisse à un moment donné comprendre qu'il y a un intérêt général, qui n'est pas simplement un intérêt général pour se faire plaisir, mais qui permet de sauver la planète, qui permet d'affirmer une singularité et une exception française et européenne, et donc un modèle économique, un modèle culturel, un modèle écologique qui sera en quelque sorte la marque de la France et de l'Europe. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on est dans un monde de différenciation. Soit on joue sur la quantité, c'est ce que font les Chinois, ce que font les Américains, soit l'Europe reprend la tête de la qualité, de la primauté d'un certain nombre de vertus qu'on a évoquées comme la solidarité ou la sobriété ou la durabilité, et ça devient un argument de compétition économique. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que le citoyen, il faut que les chefs d'entreprise comprennent, et c'est particulièrement vrai déjà dans l'économie sociale et solidaire, qu'il y a là des parts de marché à conquérir en se fondant sur l'intérêt de chacun des consommateurs, de chacun des citoyens, parce qu'on le voit aujourd'hui, tout est lié. La démocratie, l'économie, l'écologie, l'ensemble des questions de souveraineté, tout est lié. Et c'est cette caractéristique de ce nouveau monde qui fait que la compétition doit se faire au nom de valeurs qui nous singularisent et nous différencient. Paloma, vous représentez, vous, Paloma Morris, donc cette nouvelle génération qui prendra le pouvoir à la fois donc au niveau politique, mais aussi dans les entreprises, dans la société. Quel est le message finalement que vous voudriez leur adresser et les solutions aussi à mettre en place, même si vous en avez élaboré déjà certaines. Donc, qu'est-ce que vous voudriez aujourd'hui leur dire ?
Je ne sais pas si je vais prendre le pouvoir ou si ma génération va prendre le pouvoir d'ailleurs. Puis c'est vaste une génération, mais en tout cas, oui, on aimerait bien que l'intérêt général prime aujourd'hui sur les intérêts privés. Et il y a différentes manières de faire ça. Je pense que la première, c'est évidemment de revoir en profondeur notre démocratie. Quand on voit un exemple comme celui de la Convention citoyenne pour le climat, donc 150 citoyens tirés au sort pour trouver des mesures pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, dans un esprit de justice sociale, donc sans que ça pèse sur les plus démunis. Moi, j'ai eu la chance de suivre cette convention citoyenne pendant 9 mois. J'y étais tous les week-ends et on n'était pas beaucoup de journalistes sur les coins presse. Et c'est vraiment dommage parce que tous les débats qu'il y a eu au sein de cette assemblée auraient dû avoir lieu en même temps au sein de la population. De se demander en fait vers quelle société on a envie d'aller. Quelles sont les contraintes qu'on est prêt à accepter et finalement, quel est notre regard en tant que citoyenne et citoyen là-dessus. Et on donne très rarement la parole en fait aux citoyens et aux citoyennes sur ces sujets. On a aucune campagne électorale majeure qui se fait sur les enjeux du changement climatique. Je veux dire, pendant la campagne, le seul débat entre Kamala Harris et Donald Trump aux États-Unis, la présentatrice leur a demandé 1 minute chacun pour résoudre le problème du changement climatique et donner leur réponse. On voit la même chose en fait au niveau français. Donc il y a une nécessité de remettre plus de démocratie délibérative. Et je pense que en fait la Convention citoyenne pour le climat n'est absolument pas un exemple perdu. Évidemment qu'il y a environ que 20% des mesures qui ont été reprises. Mais aujourd'hui, chacun, chacune, dans vos entreprises, dans votre vie, vous pouvez appliquer les mesures de la Convention citoyenne pour le climat. Il y en a plein qui ont été pensées au niveau des territoires, au niveau des entreprises, pour justement proposer un autre modèle de société. Je pense que l'autre chose, c'est aussi la nécessité de changer totalement de paradigme. Il y a peu de temps, il y a eu une initiative en Suisse pour une votation pour inscrire les limites planétaires dans la Constitution. Donc les limites planétaires sont au nombre de 9 et nous sommes en train d'en dépasser une 7e, sauf que ce sont les limites à ne pas dépasser pour préserver tout simplement nos conditions de vie sur Terre. Donc on peut compter le changement climatique, l'extinction de la biodiversité, l'acidification de l'océan, la pollution chimique parmi ces limites. Eh bien, on a une économiste qui s'appelle Kate Raworth qui a pensé l'économie du donut et donc de penser une économie qui s'inscrive dans ces limites planétaires et qui respecte à la fois les objectifs de développement durable de l'ONU, donc c'est-à-dire l'accès à l'éducation, l'égalité femmes-hommes, etc., et ces limites planétaires. Et donc qui a pensé cet espace sûr et juste pour l'humanité. Eh bien, aujourd'hui, si on était purement rationnel et qu'on voulait tout simplement vivre dans des conditions à peu près acceptables demain, sachant que les conditions de vie aujourd'hui sont déjà quand même compliquées, eh bien, on appliquerait en fait cette économie du donut et on appliquerait cette vision des limites planétaires à tout nouveau projet de loi et à toute perspective économique. Il y a 3 ans, je me souviens, j'ai discuté avec Dominique Steyler qui parle de l'économie de la paix et il me parlait d'une entreprise qui prenait chacune de ses décisions en se demandant est-ce que ça va bénéficier à nos enfants ? Mais en fait, toute décision économique ou politique devrait être basée là-dessus. Est-ce que ça va bénéficier à nos enfants ? Et si vous n'en avez pas à votre cousin, vos neveux ou autres ? Et malheureusement, en fait, on est arrivé dans un monde inversé, dans un monde irrationnel, où on ne pense plus la question de la limite et on n'arrive plus aussi à vendre ce que ce peut être cet espace sûr et juste pour l'humanité. Et c'est un espace dans lequel en fait, on va avoir moins de pollution, on va être moins malade, on va mieux vivre, on va mieux s'alimenter, on va être plus libre aussi de choisir nos métiers, la société dans laquelle on vit. Et c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui. C'est de montrer que, en fait, le contre-modèle à l'apocalypse est assez désirable d'une certaine manière, puisque de toute façon, l'apocalypse ne l'est pas, et que notre système économique et la plupart des systèmes politiques aujourd'hui nous mènent vers le chaos. Bravo. Je vous avais dit que vous auriez la parole. Alors, est-ce que les questions sont arrivées ? Je ne sais pas si vous avez posé des questions via le QR code. Voilà. Ah oui, alors plein de questions. Merci beaucoup. Alors, je vais lire certaines questions. On va voir lesquelles on a le temps de prendre. J'espère qu'on va en prendre le maximum. Croyez-vous qu'il soit possible de faire de la sobriété avec de la croissance infinie du PIB ? Ne pensez-vous pas qu'il est temps de relancer le débat autour de la fiscalité carbone ? Une fiscalité carbone avec une bonne redistribution, peut-être redistributive.
Si tout était possible, que mettriez-vous en place pour augmenter massivement et rapidement la responsabilité citoyenne et générer une vision commune autour de la transition écologique? Je ne sais pas quelle question vous voulez qu'on prenne en premier. On peut commencer par la première. Allez, paraît logique. Alors, est-ce qu'on peut faire de la sobriété avec de la croissance infinie du PIB? Je pense que le PIB tel qu'il est aujourd'hui calculé ne permet pas d'intégrer l'ensemble des composantes que nous évoquons sur le plan social et sur le plan écologique, puisque c'est essentiellement un agrégat quantitatif. Donc si on veut intégrer des critères de bien-être durable, si on veut intégrer toute une série de composantes qui sont aujourd'hui essentielles dans la vie de nos sociétés, elles échappent très souvent au calcul traditionnel de la croissance tel que nous le faisons. Et c'est sans doute pour ça qu'il faut que nos amis économistes travaillent pour essayer de définir un agrégat qui soit mieux capable d'appréhender pour des sociétés développées. Et quand on voit d'ailleurs dans la comparaison entre les sociétés développées et les sociétés en voie de développement, on constate que évidemment, plus une société se développe, plus la question de son taux de croissance est en question et de sa compétitivité est en question. Donc je pense que la question aujourd'hui de l'agrégat comme mesure de l'appréciation de l'équilibre d'une société, elle est en effet posée et beaucoup d'éléments qui devraient rentrer dans le calcul d'une croissance qualitative, d'une croissance bien-être, échappent aujourd'hui aux moyens statistiques que nous avons. Paloma, vous voulez rajouter quelque chose là-dessus ou pas? Oui, rapidement. En fait, il y a un certain nombre de travaux académiques qui ont montré que la croissance verte était une sorte de mirage. C'est-à-dire que pour avoir Alors, la croissance verte n'est pas forcément toujours basée sur la sobriété. Elle peut aussi être basée sur du technosolutionnisme. Mais en fait, pour avoir une croissance verte, il faut qu'il y ait un découplage absolu entre le PIB et son impact sur les ressources et sur les émissions de gaz à effet de serre. Ça a pu arriver dans certains pays d'Europe, mais en fait, on n'a jamais observé de découplage absolu et sur le long terme. Et la plupart des études montrent que, en fait, il faudrait à peu près 200 ans au rythme actuel, notamment pour la France, pour atteindre ce découplage absolu. Donc on voit bien que c'est pas la solution et je trouve ça dommage aujourd'hui que les questions autour de la post-croissance soient encore beaucoup trop sous-investies dans les débats. C'est-à-dire qu'on a énormément de caricatures autour de la décroissance, des Amish, etc. Alors qu'en fait, ce sont des vraies questions qui se posent sur comment est-ce qu'on dépasse notre modèle de croissance aujourd'hui tout en maintenant en fait des conditions de vie dignes pour chacun. Et comment est-ce que en fait on fait avec des ressources limitées. Donc pour ça, je vous invite à aller suivre le travail de Timothée Paric qui est économiste sur ces questions et surtout à suivre tous les travaux qui sont en train d'être menés par Julia Steinberger et son équipe qui s'appelle Post-Growth Deal et qui font un travail absolument passionnant pour expliquer finalement pourquoi la post-croissance est peut-être l'une des seules voies réalistes pour l'avenir. Alors, une autre question intéressante, est-ce que vous soutenez la taxe Zuckman? Alors, je crois qu'il est dans la salle, donc il ne va pas écouter la réponse. D'abord, il propose plusieurs taxes. Il est malin. Il y a à la fois la taxe qui peut concerner les ultra-riches, il y a une taxe écologique et la taxe concernant l'évasion fiscale. Je pense que dans tous les travaux qui sont les siens, il y a énormément de pistes qui sont à méditer. Il y a la question du niveau et qui se pose en particulier pour la question des plus fortunés dans notre pays qui doit prendre en compte la nécessité à la fois d'éviter le départ d'un certain nombre de fortunes de notre pays, mais je pense qu'il pose des problèmes qui méritent aujourd'hui d'être posés, et en particulier en ce qui concerne alors les paradis fiscaux, les évasions fiscales. Là, je pense que nous devrions être beaucoup plus mobilisés que nous le sommes. Il y a des montants considérables qui sont en jeu, et que ce serait l'honneur des démocraties que de se mobiliser sur l'ensemble de ces questions. Sur la question d'un ISF vert, je pense que nous avons intérêt à être beaucoup plus actifs sur une fiscalité écologique et cibler les entreprises qui sont les plus responsables et dont très souvent les dégâts écologiques ne sont pas pris en compte. Je crois que là aussi, c'est en termes pédagogiques, en termes de réorientation des choix économiques, un outil de responsabilité qui serait très important.
Je pense que c'est surtout une question de justice, notamment quand ça rejoint les questions écologiques, puisque la taxe Zuckman, en fait, pourrait rapporter jusqu'à 20 milliards d'euros. Pour le moment, il n'a pas encore été décidé de comment ces 20 milliards d'euros seraient dépensés. Est-ce qu'une partie irait à la transition écologique ou pas? Mais il y a une certaine colère aujourd'hui d'un certain nombre de citoyens de se dire que les personnes les plus riches ne paient pas leur juste part d'impôts. Et c'est ça que met en amont Gabriel Zuckman. Et en fait, on peut faire le lien avec les questions écologiques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui se disent pourquoi est-ce que moi, on va m'interdire d'utiliser ma voiture polluante alors qu'il y a des multinationales qui s'en mettent plein les poches en détruisant tout sur leur passage. Et en fait, les travaux, par exemple, de sociologues comme Théodore Tallant ont montré que le fait d'avoir des mesures fortes et parfois aussi symboliques jouait énormément sur l'acceptation de mesures écologiques. C'est-à-dire que, par exemple, il a montré que beaucoup de personnes, enfin en gros les personnes qu'il a interrogées étaient à 80% d'accord pour une réduction de vitesse sur l'autoroute à 110 km/h si par ailleurs on interdisait les jets privés et si les ministres, les personnalités d'État étaient obligés de respecter aussi ces 110 km/h. Donc pour moi, c'est aussi toute la question qui se pose aujourd'hui d'égalité face à ce qui est en train de se passer, et on a besoin d'avoir de plus en plus de justice face à ça, parce que c'est finalement ça qui crée de la colère, et c'est cette colère qui est ensuite récupérée, notamment par l'extrême droite. Effectivement, l'injustice. Alors une question... Une question pour Dominique de Villepin. Dominique de Villepin, vous exprimez une conviction écologique forte aujourd'hui. Comment répondez-vous au sentiment de désillusion que nous pouvons avoir? Parce que finalement, les politiques intègrent effectivement ces sujets dans leur discours, mais une fois aux manettes du pouvoir, ils font passer l'écologie au second plan. En gros, est-ce que vous n'êtes pas en train de nous dire oui, mais finalement... Alors, vous avez raison de poser la question. Ce qui me paraît très clair aujourd'hui, c'est que nous avons changé d'époque. Et là où l'écologie a été pendant des années une variable d'accompagnement de l'économie, une variable d'accompagnement du jeu politique, elle a acquis une centralité du fait même de la nouvelle équation internationale qui fait que c'est à la fois un élément de prise de conscience très important, décisif, et c'est en même temps un outil pour régler les problèmes auxquels nous sommes confrontés. À partir du moment où nous avons la première puissance du monde, qui est une puissance illimitée et prédatrice, il est évident, et prenant en compte d'ailleurs, une fois de plus, le caractère limité des richesses de la planète, il est évident que l'enjeu écologique devient central. Parce que c'est central dans la décision des autorités américaines. C'est central dans la décision des autorités chinoises. Il y a un combat dont on ne peut pas s'extraire, sauf à accepter que nous soyons une puissance européenne et française secondaire qui s'adapte, dans le fond, à un jeu économique mondial qui se fait par-dessus nos têtes. Donc aujourd'hui, il y a une centralité de la question écologique, et je pense que notamment en 2027, c'est forcément une question qui sort des cercles spécialisés, sort des débats d'initiés et qui doit être mise sur la place publique, d'où la question des instruments, la question des instruments financiers, la question de la fiscalité, la question de l'organisation politique pour intégrer ces questions. Est-ce que c'est le ministère de l'écologie qui est la façon la plus adéquate à partir du moment où l'écologie devient totalement transversale pour traiter ces questions? Est-ce que c'est une question dont la centralité implique qu'elle fasse l'objet d'un rendez-vous hebdomadaire, par exemple, du président de la République et du Premier ministre, en liaison avec les autorités responsables du pays? Je crois donc qu'on a changé d'époque et que de ce point de vue-là, la question écologique ne se pose pas du tout comme elle a pu se poser au cours des dernières décennies. Paloma, il nous reste quelques secondes pour conclure. Alors, à vous le mot de la fin. Non, j'allais dire qu'en fait, il m'est arrivé en 2022 d'interviewer une grande partie des candidats à l'élection présidentielle sur les questions écologiques, et j'ai été absolument consternée par leur incapacité à nous projeter justement dans le futur. C'est-à-dire que moi, j'aurais aimé pouvoir voir des plans précis, des projets de société ou autres, et me dire, ok, en fait, en tant que journaliste, j'ai permis aux citoyens, aux citoyennes de choisir en âme et conscience. Et je pense qu'il y a vraiment cette nécessité aujourd'hui, de la part des médias, de la part des citoyens,
de faire en sorte que 2027 se joue sur les enjeux écologiques pour que nous ayons un futur tout court et surtout pour faire en sorte que la France s'adapte aux effets du dérèglement climatique. On est un pays qui est extrêmement vulnérable aux effets du dérèglement climatique, ça détruit des vies, mais aussi que potentiellement, pourquoi pas, on redevienne un modèle. On parlait d'impérialisme perdu, il y a beaucoup de personnes qui sont nostalgiques de l'impérialisme français. Peut-être qu'on pourrait reconstruire un impérialisme français basé sur autre chose que le colonialisme et la destruction, mais justement sur l'invention d'un nouveau modèle écologique et social. Merci beaucoup, merci à tous les deux, vous pouvez les applaudir. Merci.